Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Sabine Brun-Ragel, directrice générale de Bordeaux Sciences Agro depuis janvier 2020. Sabine a un parcours pour le moins atypique. Ingénieure agronome de formation et ancienne sportive de haut niveau au sein de l'équipe de France de voile, elle a poursuivi sa carrière dans les institutions variées. Préfecture, ministère ou encore direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. En janvier 2020, elle est nommée directrice générale de Bordeaux Sciences Agro, poste qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Cette école à taille humaine compte entre 600 et 700 étudiants. Et on peut dire que, comme toute école d'ingénieurs agronomes, elle ne manque pas de défis à relever. Attractivité du monde agricole auprès des jeunes, évolution des formations pour s'adapter aux nouveaux enjeux agricoles, défis environnementaux, accompagnement des étudiants, la liste est longue. En formant les cadres de demain, les écoles d'ingénieurs agronomes ont sans aucun doute un rôle important à jouer pour l'avenir de notre agriculture française. Allez, je vous laisse en compagnie de Sabine et je vous souhaite une très très bonne rentrée. Bonne écoute! Bonjour Sabine. Bonjour Louise. Merci beaucoup pour votre temps en cette pré-rentrée parce qu'on est le 28 ou le 29 août. Donc là, la rentrée approche à très grands pas. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Oui, merci beaucoup Louise, en tout cas de m'avoir proposé cette interview. Donc je suis directrice de Bordeaux Sciences Agro, école d'ingénieurs agronomes de Nouvelle-Aquitaine. Et ici, nous sommes à Darwin, chez vous, du coup. Exactement. La question a un peu moins de sens, du coup, mais effectivement, vous êtes venu jusqu'à nous dans nos bureaux à Bordeaux. Alors, quel a été le déclic pour vous de se lancer en agriculture ? C'est une bonne question parce que c'est vrai que je suis ingénieure agronome de formation. J'ai fait l'école de Rennes à l'époque. C'est vrai que j'étais pas forcément prédestinée à travailler dans le monde agricole. J'avais fait une classe préparatoire donc de biologie et donc c'est plutôt la biologie qui m'intéressait. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein du ministère de l'Agriculture et c'est comme ça que je me suis rapprochée du monde agricole après mes études d'ingénieur agronome parce que ça reste quand même une formation très généraliste et donc on touche bien sûr au domaine de l'agriculture mais aussi au domaine de l'alimentation, à des domaines autour de l'eau et de l'environnement. Donc tous les ingénieurs agronomes ne sont pas prédestinés à travailler en lien avec le monde agricole. Et après, quand on intègre le monde agricole, on ne le quitte plus. C'est ça, en tout cas, on y revient. Ça a été mon cas. Et donc, c'est vrai que, alors, j'allais dire, je ne travaille pas au sein du monde agricole, mais en périphérie, puisque le ministère de l'Agriculture travaille au service du monde agricole. Et je serais bien incapable d'être moi-même agricultrice, bien entendu. De travailler au contact des agriculteurs, de travailler au service de ce secteur, d'animer, de mettre en œuvre des politiques agricoles, pour moi, ça fait vraiment sens. C'est un parcours qui m'a toujours intéressée. Et alors, est-ce que vous pouvez avant qu'on revienne sur votre parcours, est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier au quotidien de directrice de Bordeaux Sciences Agro ? Quel est votre rôle ? À quoi ça ressemble ? Oui, donc en fait, être directrice ou directeur d'un établissement d'enseignement supérieur agricole comme est Bordeaux Sciences Agro, c'est un métier en fait très varié. Il s'agit bien sûr quelque part de piloter le développement d'une grande école comme les Bordeaux Sciences Agro, d'animer des équipes. Aujourd'hui, on a par exemple un grand chantier autour de la réforme pédagogique. On a des projets. En fait, c'est beaucoup aussi du montage et j'allais dire du développement de projets pour l'établissement, développer l'internationalisation de l'école. Aujourd'hui, on vient de rejoindre une université européenne, une alliance d'universités européennes pour favoriser par exemple la mobilité de nos élèves à l'étranger, puisque en France, pour les écoles d'ingénieurs, une mobilité d'un semestre est obligatoire pour l'ensemble des ingénieurs diplômés en France, et donc c'est le cas pour Bordeaux Sciences Agro, qui est une école d'ingénieurs agronomes. Voilà, c'est des exemples concrets de projets que nous menons. Donc, vous vous ennuyez pas. Et alors, j'aimerais revenir sur votre parcours, qu'on le comprenne, parce qu'il est quand même très riche. Donc, on l'a dit, vous êtes diplômé ingénieur agronome de l'école de Rennes. Vous avez été sportif de haut niveau, on va en reparler. Vous avez fait plusieurs années au ministère, un peu à l'international. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les grandes étapes avant d'arriver à Bordeaux Sciences Agro ?
Alors, ça peut être un peu long, donc je vais plutôt peut-être m'attacher à la dernière étape, parce que c'est vrai que l'intérêt, je trouve, de rejoindre la fonction publique, c'est de pouvoir finalement occuper des postes assez variés. Et je trouve que c'est toujours intéressant à la fois d'être parfois du côté de l'élaboration des politiques publiques, comme on peut l'être en cabinet ministériel, en administration centrale, mais également d'être plus dans le terrain, j'allais dire, et de mettre en œuvre concrètement des politiques publiques, ou encore aujourd'hui de contribuer à la formation des jeunes générations en agriculture, qui pour moi fait vraiment sens. Et c'est vrai que c'était dans la continuité de mon poste précédent, puisque j'étais directrice adjointe à la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt en Aquitaine puis en Nouvelle-Aquitaine, et où notamment on exerçait le rôle de rectorat pour les lycées agricoles. Donc c'est finalement un peu une continuité que de passer de l'enseignement, d'un rôle autour de l'enseignement technique à un rôle de pilotage de l'enseignement supérieur. Il y a vraiment ce continuum de l'enseignement du technique jusqu'au supérieur au sein du ministère de l'Agriculture, qui est aussi une particularité de ce ministère. On a souvent une image qui est plutôt technocratique des postes à un ministère et dans l'administration au global. Est-ce que c'est une réalité ? Comment on fait pour garder le lien avec le terrain et pas être hors sol, comme on est souvent accusé de l'être quand on travaille dans ces sphères-là ? Je crois que justement, c'est d'alterner les postes qui sont peut-être plus de conception des politiques publiques à un échelon national ou central, comme on dit, en administration centrale, et puis des postes peut-être plus de terrain, comme actuellement, où là, on est vraiment dans le concret de la formation des jeunes. En tant que directeur d'un établissement, d'une école d'agro, voilà, on a une équipe de 160 personnes, on a 600 à 700 élèves pour le cas de Bordeaux Sens Agro, et on est confronté à des problèmes très concrets au quotidien pour accompagner nos enseignants, nos personnels, nos élèves. Donc voilà, ça permet de rester aussi très connecté avec les problématiques du terrain, puisque on insère nos jeunes dans le monde professionnel, on les place en stage ou en alternance, donc on est confronté aussi aux problématiques très concrètes qu'ont les agriculteurs aujourd'hui en France. Et c'est la minute économie du podcast. Combien ça coûte, tout compris les écoles d'ingénieurs agronomes? Je crois qu'il y a une grande partie, c'est comme les écoles de commerce, qui est pris en charge par l'État. Combien ça coûte de faire ces études-là? Alors, combien ça coûte pour un élève? Les frais d'inscription sont à peu près un peu plus de 1 900 €. Pour l'État, ce que coûte en fait la formation d'ingénieur, on est plutôt autour des 15 000 €. Ah ouais. Les 3 ans, du coup? Alors, par an. Ah ouais, 15 000 € par an, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est quand même impressionnant le soutien qu'il y a à la formation, même si ça ne sera jamais peut-être assez. Ouais, mais tout à fait, c'est un grand soutien que nous apporte effectivement le ministère de l'Agriculture, et qui permet de former des cadres à un tarif, j'allais dire, relativement accessible pour les personnes. Alors, sachant qu'évidemment, là je parle du tarif pour les élèves qui ne sont pas boursiers. Comme je vous disais tout à l'heure, en termes d'effectifs, on a à peu près 650 élèves pour 160 personnels, dont une cinquantaine d'enseignants-chercheurs. Et au-delà de ça, comme je le disais aussi tout à l'heure, on est une école à taille humaine, et ça veut dire qu'on se développe aussi beaucoup avec des partenariats. Partenariats avec des intervenants professionnels, partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. On est dans un écosystème qui nous permet aussi de former, d'offrir une formation de qualité, puisque nos enseignants-chercheurs exercent leurs recherches dans des unités de recherche d'INRAE, par exemple, d'Institut national de recherche agronomique et environnement, de l'Université de Bordeaux. Donc on n'est pas seul non plus pour former nos élèves. Ça fait partie aussi, on fait partie d'un écosystème beaucoup plus global. Et alors, je l'ai un peu cité, mais vous avez été sportif de haut niveau aussi. Vous pouvez nous raconter quand c'était, quel sport Alors, c'était en voile olympique, c'était du dériveur à l'époque. Et c'est vrai que là, je dois beaucoup à l'époque à mon école d'ingénieur agro, au directeur de l'époque, qui m'avait beaucoup soutenue, puisque j'ai réussi, du coup, grâce à son soutien et au soutien des équipes pédagogiques, à pouvoir concilier à la fois la formation d'ingénieur agronome et le sport de haut niveau.
Bon, après, j'ai fait une préparation olympique pour les Jeux de 96. Donc, vous voyez, ça commence Atlanta. à dater. Voilà, Atlanta. Et donc, j'ai pris une année, à l'époque, ça ne s'appelait pas de césure. Mais après mon diplôme d'ingénieur, j'ai pris une année sabbatique, on va dire, pour me consacrer à cet objectif. Bon, ça n'a pas été jusqu'au bout de la sélection olympique, mais c'était quand même très enrichissant de se consacrer à fond à cet objectif sportif en ayant, j'allais dire, ce filet de sécurité d'avoir un diplôme en poche pour faire ça. Donc là, je sais que je dois beaucoup à l'école. C'est aussi un peu ce que j'essaye de redonner aujourd'hui parce que par certaines voies, notamment des voies de recrutement en post-bac, on essaye aussi de recruter des sportifs de haut niveau de différents sports. Et on a la chance d'avoir un partenariat avec l'Université de Bordeaux, un cycle préparatoire qui permet aux sportifs de haut niveau de faire leurs études en 3 ans au lieu de 2, et donc de concilier sport et études. Et quand ils arrivent à Bordeaux Sens Agro, on continue à les accompagner en ce sens. Alors c'est des petits effectifs, parce que évidemment, chaque sportif de haut niveau a son rythme. Mais voilà, on essaye aussi, et c'est important pour un sportif d'avoir aussi un diplôme parce que le sport de haut niveau, ça reste une carrière en général très courte. Donc il faut avoir... c'est parfois chaotique. C'est pas toujours évident. Oui, puis surtout à l'époque, ça devait être quand même relativement rare qu'on adapte un peu l'emploi du temps pour un sportif de haut niveau pour qu'il fasse des études. Aujourd'hui, c'est plus commun, mais à l'époque, un peu moins, non ? Oui, c'est vrai. Et puis, ça reste des sports amateurs, mais qui sont de plus en plus exigeants par rapport au temps d'entraînement. Et donc, ça demande aux équipes pédagogiques beaucoup d'adaptation. Donc, c'est un effort de l'ensemble des personnels pour bien intégrer ces sportifs. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience de sportif de haut niveau dans vos fonctions d'après et même aujourd'hui ? Alors à la fois, j'allais dire, c'est toujours le sport de niveau, une grande exigence. Ça demande des qualités évidemment d'adaptation, d'organisation pour concilier les deux carrières, on va dire, à la fois le sport et puis les études. Puis c'est aussi une ouverture à l'international parce que on côtoie des gens de nationalités différentes. Donc moi, ça a toujours été utile en tout cas dans mon parcours et ça inspire aussi ce que je suis aujourd'hui parce que c'est vrai que on le voit dans tous les postes et dans un environnement politique, économique de plus en plus incertain, le fait d'être en capacité de s'adapter, c'est important. Puis la voile est particulièrement intéressante pour ça parce qu'on est dans un milieu naturel qui est parfois hostile, changeant. On prend des décisions aussi dans un environnement incertain, ce qu'on est amené à faire aussi dans le monde professionnel. Ouais. C'est le parallèle. On peut faire ce parallèle-là. Puis ça permet de garder de l'humilité parce que quand on est au milieu de l'océan sur son bateau à voile, c'est ça. Et que les éléments sont déchaînés, ça nous remet un peu à place. Ça remet les pendules à l'heure. Et aujourd'hui, vous faites toujours de la voile ou vous en avez eu assez d'en faire ? J'ai arrêté pendant très longtemps et puis j'ai repris il y a assez peu de temps. Mais voilà, évidemment, c'est pas du tout au même rythme, mais ça me permet de rester aussi en forme. La santé physique joue aussi sur la santé mentale et sur la capacité aussi de travail. Donc voilà, c'est un bon équilibre. Ça me permet de garder un équilibre justement. Oui, et pour le coup, de vraiment s'évader. Oui, tout à fait, c'est vrai. Très bien. Et bien maintenant, quand vous vous connaissez un petit peu mieux, j'aurais bien aimé parler de Bordeaux Sciences Agro et puis des enjeux des écoles d'ingénieurs agronomes en général. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous expliquer un petit peu, nous présenter l'école, ses missions, de manière générale, quelques chiffres ? Bordeaux Sciences Agro est une grande école d'ingénieurs agronomes. Elle a été créée en 1963. À l'époque, elle s'appelait l'ENITA de Bordeaux, donc École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles. Donc c'était une école finalement d'application des lycées agricoles pour former des cadres intermédiaires. Et puis elle a connu une mutation à partir des années 90 où les enseignants sont devenus des enseignants-chercheurs, donc un ancrage beaucoup plus fort avec la recherche. L'école aussi s'est développée puisqu'elle a commencé par des promos assez petites de l'ordre de 80 personnes et aujourd'hui on est à des promotions d'ingénieurs de l'ordre de 175 à 180 élèves. Donc voilà, elle s'est beaucoup développée. Vous m'aviez fait intervenir à la rentrée des premières années, une année, et j'étais devant l'amphithéâtre et je faisais pas la maline devant les 170 élèves. Vous en êtes très bien sortis. Merci. Et c'était justement un témoignage très inspirant parce que c'est intéressant aussi. On a des origines très différentes des élèves.
de par leur type de recrutement. Mais du coup, on a de moins en moins, évidemment, d'élèves qui connaissent le monde agricole. Et donc, c'est intéressant de leur parler et qu'ils vivent aussi des expériences en lien avec l'agriculture. C'est ce qu'on fait notamment avec le stage de première année, qui est une sorte de stage ouvrier où ils travaillent pendant plusieurs périodes au cours de la première année en exploitation agricole. Voilà. Ça paraît assez contre-intuitif de se dire que les gens vont en école d'ingénieur agronome sans forcément connaître le monde agricole. C'est le cas aujourd'hui, du coup. C'est vrai, c'est le cas pour certains élèves qui arrivent chez nous. Alors évidemment, il y a des élèves qui sont issus de BTS agricole ou qui sont issus du monde agricole par d'autres voies de recrutement et donc qui, eux, connaissent. Mais la grande majorité, comme d'ailleurs la grande majorité de notre société, est quand même de plus en plus déconnectée du monde agricole. Donc voilà, c'est important de remettre, j'allais dire, tout le monde à ce niveau-là et qu'il y ait cette première expérience qui aussi donne du sens ensuite et qui permettent aussi à certains élèves de se confronter aux réalités que vivent les agriculteurs et qui sont parfois assez éloignés des a priori, on va dire, qu'ils peuvent avoir sur l'agriculture. Et même si pour passer les concours, ils travaillent bien sûr sur les questions agricoles, c'est quand même pas la même chose que de vivre au quotidien pendant plusieurs semaines au sein d'une exploitation agricole. Les agriculteurs les reçoivent facilement, ils ouvrent les portes des fermes facilement aux étudiants d'école d'ingénieur agronome? Oui, je pense qu'ils sentent bien le rôle qu'ils ont aussi d'acculturation de ces futurs cadres qui vont travailler au service des secteurs agricoles, agroalimentaires et forestiers. Donc je pense qu'il y a un vrai sens pour eux d'accueillir ces jeunes. Et pour revenir à Bordeaux Sciences Agro, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'école ? Alors d'abord, c'est la seule école d'agronomie et d'ingénieur agronome en Nouvelle-Aquitaine, donc qui est la première région agricole française, l'une des premières régions agricoles européennes, une grande région aussi forestière. Donc ça fait sa spécificité. Donc du coup, ça se traduit par les spécialisations que l'on propose à Bordeaux Sciences Agro. Donc il y a un très grand nombre de spécialisations comme dans toutes les écoles d'ingénieurs agronomes, mais à Bordeaux Sciences Agro, on va proposer des spécialisations autour des filières un peu emblématiques de notre grande région, comme la filière viticole, comme la filière forêt-bois. Voilà, on a 2 spécialisations autour de ces filières. On a également une spécificité autour du management des entreprises agricoles et on est l'une des seules écoles à proposer une spécialisation installation en agriculture. Ok. Voilà, donc ça c'est bien, c'est bon à savoir. Oui, et je me dis, est-ce que les écoles d'ingénieurs, plus ça va, plus le métier d'agriculteur se complexifie, plus ça va, plus les agriculteurs sont diplômés, et est-ce qu'à un moment, les écoles d'ingénieurs agronomes vont pas avoir un rôle de former des gens à s'installer en agriculture? Du coup, la réponse est oui. Je vois. Oui, et on a un recul quand même plus d'une dizaine d'années sur cette spécialisation, et donc on voit que bon nombre des personnes que l'on a formées à l'installation par la voie de l'apprentissage, mais aussi par la voie étudiante, parce qu'on a le pendant de cette spécialisation autour du management de l'entreprise agricole par la voie étudiante. On voit que bon nombre d'entre eux sont en cours d'installation, ont toujours un projet d'installation ou se sont installés. Donc c'est vrai que c'est pas facile en sortant d'école de s'installer directement en agriculture. C'est pas forcément d'ailleurs souhaitable. C'est parfois bien aussi d'avoir une expérience en tant que salarié. Mais on voit que voilà, bon nombre d'entre eux n'ont pas abandonné leur projet et voire même l'ont concrétisé. Après, ceux qui ont fait l'alternance, j'imagine que du coup, ils passent du temps sur une exploitation qui les embauche, c'est ça l'idée? Ça peut être ça peut être un tremplin aussi pour avoir une expérience différente pour ensuite créer leur propre exploitation. Ça peut être de voir aussi ce qui peut être différent de l'exploitation familiale qu'ils vont reprendre. Les projets sont très variés en fait. Et ensuite, vous avez tout un volet pour les entreprises aussi, de formation continue adressée aux entreprises, de lien avec ces entreprises-là. Vous pouvez nous raconter? C'est l'ADN de toutes les écoles d'ingénieurs agronomes françaises, sous tutelle d'ailleurs du ministère de l'Agriculture pour la grande majorité d'entre elles. On a un très fort ancrage professionnel. Donc ça se concrétise par l'alternance dont on a parlé, ça se concrétise par des stages au sein du monde agricole, par des projets qu'on appelle les projets tutorés, qui sont des projets pédagogiques encadrés par des enseignants-chercheurs et qui répondent aux besoins d'un commanditaire. Ça peut être un collectif d'agriculteurs, ça peut être une entreprise autour de la transition agroécologique par exemple. Et puis on a évidemment la formation continue que l'on développe ces dernières années et qui a pris un coup d'accélérateur puisqu'on a été
On est partenaire d'un projet qui s'appelle Compétences Agro, un projet lauréat de l'appel à projet France 2030 et qui réunit 6 établissements d'enseignement supérieur agricole, publics et privés, donc emmenés en particulier par l'Institut Agro, mais on a aussi des écoles privées comme Purpan, l'ISARA, etc. Donc on maille vraiment l'ensemble du territoire français pour proposer une offre de formation continue unique, un catalogue de formation unique et répondre, par des propositions sur mesure aux besoins des entreprises. Et ça nous permet aussi, du coup, avec cette force de frappe, de pouvoir aussi créer des nouvelles formations en fonction des besoins. Donc, par exemple, à Bordeaux Sciences Agro, on vient d'ouvrir une formation autour de l'agrivoltaïsme avec un partenaire professionnel pour former les gens qui veulent se lancer dans des projets d'agrivoltaïsme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu de tout sur le marché, et pour faire des vrais projets d'agrivoltaïsme qui concilient la production agricole et la production d'énergie. Oui. J'en profite pour saluer Sébastien de ASDEV qui mène cette formation. Et nous-mêmes, la Clé des Champs, on a la chance de bénéficier, grâce à vous d'ailleurs, d'un partenariat, puisque au tout début de mon projet La Clé des Champs, pour les formations, pour ceux qui savent pas, je fais des formations à l'agriculture pour acculturer les collaborateurs au monde agricole. Et j'avais eu rendez-vous avec Sabine au tout début, et j'étais au tout démarrage de mon projet. Vous m'avez tout de suite soutenu. Du coup, on est certifié Calliope grâce à vous et grâce à notre partenariat, ce qui est une très belle opportunité pour nous. Et nous, on en est très fiers parce que justement, on est complémentaires. Nous, on est un établissement d'enseignement supérieur et donc la Clé des Champs offre des formations d'acculturation au monde agricole et on en a vraiment beaucoup besoin. Donc, vous faites œuvre, j'allais dire, d'utilité publique, je trouve, par rapport à ça. On le voit, y compris au sein des salariés des entreprises agricoles, des entreprises qui travaillent au sein du monde agricole, qui ne sont pas forcément tous acculturés aux réalités agricoles. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Oui, c'est carrément notre cible, exactement. Et ensuite, vous avez élaboré le plan stratégique de Bordeaux Sciences Agro à horizon 2030. Et un des axes que vous avez choisi, c'est contribuer aux transitions agroécologiques et intégrer l'agroécologie dans l'ensemble de vos enseignements. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, c'était pour nous important justement d'accompagner ce qu'on appelle la transition agroécologique, mais avec une définition qui pour nous n'est pas une définition uniquement sur le pilier écologique. On parle bien, quand on parle de transition agroécologique, des 3 piliers du développement durable. Donc il y a bien sûr le pilier environnemental, mais il y a aussi le pilier économique et le pilier social. Pour nous, c'est vraiment important. On voit qu'aujourd'hui, l'agriculture est face à des enjeux à la fois climatiques, environnementaux, mais aussi à des enjeux économiques, une incertitude des marchés, qui fait que on a besoin de repenser, non pas uniquement d'ailleurs l'agriculture, mais l'ensemble du système alimentaire. Et donc pour nous, c'était important de former des ingénieurs qui soient en capacité d'agir, donc d'accompagner ces changements, mais voire même de les impulser. C'est aussi pour ça que notre pédagogie, elle est très centrée autour des projets, des outils de l'ingénieur, de la conduite de projet, des audits. Donc on est sur une formation qui est à la fois avec des apports évidemment scientifiques, théoriques, le lien avec la recherche est là pour ça, mais aussi on est sur une formation qui est résolument ancrée terrain. Ça fait partie de notre ADN. Pour accompagner ces transitions agroécologiques, on a besoin d'innover. C'est d'ailleurs un peu quand même le cœur de métier de l'ingénieur et en particulier de l'ingénieur agronome. Ce qui fait sens dans cette stratégie Bordeaux Sciences Agro 2030, c'est aussi d'être exemplaire, que l'école soit exemplaire elle-même. Aujourd'hui, on est labellisé développement durable et responsabilité sociétale. Concrètement, on a plusieurs projets dans ce domaine. On a un grand projet immobilier pour rénover nos installations et notamment accueillir un Farm Lab qui commence à se mettre en place. Donc ce fameux Farm Lab à Bordeaux, donc une plateforme qui réunit des équipements, des installations pour accompagner les projets d'innovation de nos élèves, des projets d'innovation pédagogique, mais aussi des projets d'innovation de start-up. Sur le pilier agricole, agroécologie, sur le pilier alimentaire et avec aussi la dimension numérique qui est intégrée. Mine de rien, donc on vous l'avez dit, l'agriculture évolue très vite actuellement, notamment avec les enjeux du changement climatique, mais aussi économique, les crises internationales, etc. Comment on fait quand on est une école qui forme la future génération qui va travailler dans le monde agricole pour faire évoluer les programmes aussi vite qu'évolue le monde agricole actuellement, alors qu'on n'a pas de recul finalement vraiment sur ce qui est en train de se passer ?
c'est vrai que c'est une question complexe. D'abord, on est une école à taille humaine, donc ça nous rend agiles pour faire évoluer nos programmes et aussi créer des nouvelles formations. Tout récemment, du coup, on a été précurseur en créant des licences professionnelles à la demande des établissements d'enseignement technique, mais aussi de professionnels. On a créé 2 parcours, un parcours cognac pour les spiritueux, donc pour former des cadres intermédiaires dans le domaine des spiritueux. Puis on a également créé un parcours autour de l'agriculture et numérique. Pareil, à la demande de certains équipementiers qui cherchaient des cadres intermédiaires pour gérer finalement toute la complexité des systèmes embarqués qu'on peut avoir aujourd'hui sur les tracteurs ou développer des analyses de données autour des capteurs et du numérique. On a su et on sait s'adapter et être agile et créer des nouvelles formations pour répondre à des besoins. Et comment se porte le recrutement des écoles d'ingénieurs agronomes en France ? On voit qu'aujourd'hui, nous avons des concours communs, en fait, agro et veto, et on en parlait un petit peu avant l'interview. Parfois, on est un petit peu dans l'ombre, j'allais dire, des vocations de jeunes vers les études et vers la formation vétérinaire. Oui, c'est-à-dire qu'ils veulent faire veto, donc ils font une prépa pour faire veto. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la prépa veto, et Voilà. qui ont l'école de veto derrière, et donc ils, par défaut, entre guillemets, ils arrivent dans les écoles d'ingénieurs agronomes. Voilà, c'est parfois effectivement le cas. Donc on arrive à les convaincre que nos formations, qui sont des formations très ouvertes, la formation d'ingénieur agronome, c'est à la fois des sciences dures, on va dire, des statistiques, évidemment, de la microbiologie, mais c'est aussi des sciences humaines et sociales. Donc c'est très, très varié, en fait. C'est de la pédologie, des productions végétales, animales, etc. Donc c'est très, très ouvert, le monde du vivant, et la complexité du monde agricole fait qu'on a besoin d'avoir beaucoup de compétences. Et donc, on arrive à leur montrer et à les convaincre que ces formations et toute la richesse des débouchés, en fait, pour l'ingénieur agronome, font que ces études ont du sens. Mais c'est vrai que du coup, comme on recrute principalement à Bac+2 ou Bac+3... Donc post-prépa principalement. Post-prépa, oui, mais aussi post-licence, post-BTS, post-BUT. Bon, les jeunes... pour certains en tout cas issus de classe prépa ou de licence, se sont pas du tout projetés sur des études, ou moins sur des études d'ingénieur agronome. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire qu'un ingénieur agronome, c'est un diplôme, mais c'est pas un métier. Ça ouvre à une grande diversité de métiers. Donc c'est sûr, c'est plus facile d'expliquer ou de visualiser ce qu'est le métier de vétérinaire, qui est un métier de soignant, que d'expliquer toute la richesse des métiers que peut exercer un ingénieur agronome. Justement, quelles pistes concrètes il faudrait mettre en place pour donner envie aux gens de travailler dans le monde agricole ? Aujourd'hui, c'est le sens, puisqu'on ne peut pas jouer sur les salaires. Ça va être le sens qu'on donne à l'action, le fait de nourrir les gens, d'avoir un impact positif sur l'environnement, d'avoir aussi une dimension de responsabilité sociale et sociétale. Les entreprises ont vraiment pris à cœur cette question de la RSE, de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Tout ça, ce sont des facteurs d'attractivité. Tous les ans, nous organisons des forums métiers, des job dating, et on voit que parfois les employeurs, les recruteurs sont un peu perturbés parce que jusqu'à présent, c'était plutôt, j'allais dire, les recruteurs qui faisaient leur marché auprès des jeunes. Et aujourd'hui, on voit que ce sont plutôt les jeunes qui demandent aux recruteurs de vendre leur entreprise pour choisir. Et ça peut être aussi un peu perturbant pour eux. Je confirme. On le voit. Pour avoir été dans ce cas-là, je confirme. Est-ce que aussi vous pâtissez pas du fait que, de manière générale, les métiers agricoles et agroalimentaires, d'ailleurs, attirent de moins en moins ? Oui, c'est vrai que quand on parle beaucoup des crises agricoles, c'est pas très attractif pour les jeunes. On parle d'industrie agroalimentaire, parfois les termes sont importants. On voit que les jeunes sont moins attirés de façon globale par l'industrie. Les formations d'ingénieurs classiques attirent moins sur ces domaines-là. Donc on a besoin aussi de réenchanter, on va dire, le monde agricole et de montrer le sens que cela a de contribuer à travailler dans ces domaines-là, que ce soit le domaine de l'alimentation, le domaine de l'agriculture. C'est ce qui nous nourrit tous les jours. Quoi qu'il se passe, on aura toujours besoin de manger. C'est en plus un domaine qui est lié au vivant, qui est très lié aux enjeux environnementaux, qui sont souvent des enjeux qui parlent beaucoup aux jeunes.
Et donc, si on veut justement agir en faveur de l'environnement, travailler dans le secteur agricole ou de l'alimentation, c'est un lien. On voit que l'agriculture est à la fois, impacte bien sûr le changement climatique, mais aussi le premier impacté par le changement climatique. Donc ça fait partie, l'agriculture est aussi fait partie de la solution. Donc ça, le faire comprendre aux jeunes, montrer qu'il y a des pratiques respectueuses de l'environnement, que voilà, il y a des façons de cultiver qui peuvent être tout à fait conciliables avec les enjeux environnement, ça redonne du sens, évidemment. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on a évoqué autour des transitions agroécologiques, ça aussi, ça a du sens pour les jeunes. Donc, on travaille autour de ça. Justement, est-ce que vous avez pris cet axe de l'agroécologie aussi pour attirer les jeunes qui sont aujourd'hui très marqués par les problématiques environnementales ? Oui, tout à fait. C'est un facteur d'attractivité, mais comme je le disais tout à l'heure, on regarde bien les choses de façon intégrée et pas uniquement les problématiques environnementales, mais les aspects économiques et sociaux sont étroitement liés. Donc, d'où la complexité d'ailleurs du travail de l'ingénieur agronome et de leur donner des outils qui leur permettent d'appréhender cette complexité du vivant finalement. Au niveau sociétal, il y a malheureusement et peut-être paradoxalement une rupture entre environnement et agriculture, en tout cas dans les débats sociétaux. J'ai reçu plusieurs élèves d'écoles d'ingénieurs agronomes de toutes écoles en entretien et je vois qu'ils ont cette empreinte environnementale assez forte, et vous l'avez dit vous-même au début, avec parfois des préjugés sur le monde agricole. Comment on fait pour, quand on a ces élèves-là dans son école, pour réussir à leur expliquer la complexité de travailler avec du vivant et cette notion de compromis qui est indispensable pour faire avancer le monde agricole ? Alors, il y a le fameux stage en exploitation agricole dont je parlais, mais on a aussi la spécificité à Bordeaux Sens Agro de mixer nos publics. Donc, on a sur la promotion à peu près 20% d'élèves qui sont en apprentissage, qui sont souvent issus de l'enseignement technique agricole, qui ont fait un BTS agricole et qui, eux, ont déjà depuis plusieurs années été confrontés aux difficultés du monde agricole s'ils ne sont pas eux-mêmes issus de ce monde. Et donc ça permet aussi au sein d'une promotion, puisqu'ils sont mélangés, de nourrir aussi ces débats. Quand on les accueille à Bordeaux Sens Agro, ils commencent par des modules autour qu'on appelle connaissance du monde agricole, donc ce qui permet aussi de les acculturer aux différentes dimensions. Et donc ça crée des débats aussi évidemment entre promos. On développe aussi des sessions, des séquences de conférences débats organisées aussi par les élèves. Donc, il y a 2 ans, on avait, juste avant les manifestations à Sainte-Soline, organisé une conférence autour de la gestion de l'eau pour montrer quels sont les enjeux de cette gestion. On traite ces sujets qui sont souvent des sujets de controverse aussi. On ne les évacue pas et ça permet justement de créer du débat et de remettre en perspective et de remettre surtout la science au cœur du débat. Parce que c'est ça aussi. On n'est pas là pour endoctriner nos élèves, ni dans un sens ni dans l'autre, mais pour leur montrer la complexité aussi des choses et que les choses ne sont pas toujours ni blanches ni noires. Que pour exercer le métier d'agriculteur, il y a de nombreuses contraintes environnementales, réglementaires, économiques, et que les choses ne sont pas si simples que ça. Donc ça, c'est vraiment important. En tout cas, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et je pense qu'on a de bons retours, en tout cas des professionnels qui embauchent nos élèves, justement parce que je pense qu'on a à cœur à Bordeaux Sens Agro de garder cet ancrage et de remettre encore une fois de la science autour de toutes ces problématiques. Ça, c'est vraiment important. Il y a un autre point que j'aurais aimé aborder, la place des femmes en agriculture, parce que je sais que les écoles d'ingénieurs agronomes ont énormément de femmes. Je ne sais pas quel est le taux de... Vous avez le taux de femmes dans votre école ? Ça varie d'une année sur l'autre, mais en gros, on est souvent au-delà des 65%, donc une majorité de jeunes filles qui rejoignent nos écoles. Et sans vouloir faire ma féministe de bas étage, c'est vrai que le monde agricole est globalement plutôt dirigé par des hommes. Comment on explique que les cadres qui sortent d'école, enfin en tout cas ceux qui ont des diplômes pour être cadres plus tard, soient majoritairement des femmes et qu'à l'arrivée finalement, elles n'ont pas tant leur place que ça dans les postes de direction ?
Alors, les choses quand même évoluent. C'est vrai que, j'allais dire, de mon temps, il y avait peut-être moins de femmes en direction des interprofessions, des chambres d'agriculture. Alors, c'est vrai qu'il reste encore au niveau des élus, des représentants de la profession agricole, une grande majorité d'hommes, mais c'est Après, le il y a moins cas. de femmes aussi qui sont Voilà, agricultrices, pour le coup. exactement. Au niveau des chefs d'exploitation, on voit même une érosion du taux de femmes. Le pourcentage de femmes qui sont chefs d'exploitation, je crois qu'on est en dessous des 30%. Mais dans les équipes permanentes, on voit en direction, je prends l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, on a la directrice générale de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, la directrice aussi du service, la direction agriculture de la région, qui sont des femmes. Donc on voit que les choses aussi évoluent. La présidente aussi de la Chambre d'agriculture des Landes, Des Marie-Hélène Cazobon, qu'on Tout salue. à fait. Qui est ma grand-mère, quand elle a été élue, me dit ok, j'ai la chance qu'elle soit toujours là et qu'elle a été agricultrice et très investie dans plusieurs causes agricoles et tout pour les femmes. M'a dit enfin une femme à la tête de la chambre d'agriculture. Elle était vraiment, elle qui a connu l'évolution. C'est sûr que c'était un peu une révolution quand même, mine de rien. C'est vrai que c'est la seule aussi en Nouvelle-Aquitaine, la Oui. seule femme. On voit que les choses évoluent, ça c'est un point important. Et puis moi j'ai l'habitude aussi d'alerter sur le fait que la formation d'ingénieur agronome, elle reste une formation généraliste. Elle est d'ailleurs très appréciée par sa qualité. Et donc, les ingénieurs agronomes, que ce soit femmes et hommes, si le monde agricole ou le monde de l'agroalimentaire n'est pas accueillant, ne leur offre pas, on va dire, certaines conditions, on voit que les jeunes n'ont pas forcément les mêmes attentes que les plus anciennes générations dont je fais partie. Si on ne répond pas à leurs attentes, ils vont aller travailler dans d'autres secteurs et on retrouve des ingénieurs agronomes dans beaucoup, beaucoup de secteurs en dehors des secteurs agricoles et alimentaires. Donc voilà, c'est important pour nos secteurs d'être accueillants, en particulier pour ces jeunes femmes, pour qu'elles restent dans nos secteurs. Sinon, elles vont s'évaporer, mais bon, dans d'autres secteurs. Voilà. Et c'est vrai, je vous rejoins que les choses ont évidemment énormément évolué et que ça n'a plus rien à voir et que les femmes ont toute leur place dans le monde agricole. Ouais. Mais quand même, il ne faut pas se laisser abattre de temps en temps. Disons qu'il faut continuer à être vigilant de toute façon dans nos secteurs pour continuer à être attractif pour les jeunes. Ça, c'est vraiment important et c'est sûr que on parlait d'environnement, mais aussi d'économie. Voilà, la profitabilité des secteurs font partie, même si aujourd'hui, pour les jeunes, c'est pas le premier critère, le salaire n'est pas le premier critère d'insertion professionnelle, le choix pour l'insertion professionnelle. N'empêche que voilà, ça joue aussi dans l'attractivité des métiers et des débouchés. Donc, c'est sûr que ça, c'est une difficulté pour nos secteurs. Nos salaires sont moins attractifs que dans d'autres secteurs professionnels. Et vous, du coup, vous êtes une femme qui a occupé des hautes fonctions dans le monde agricole. Comment vous le vivez? Comment vous l'avez vécu à titre personnel? Alors, moi, j'ai fait ma carrière dans la fonction publique d'État. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que j'ai jamais ressenti un plafond de verre du fait que j'étais une femme. On a, j'allais dire, dans la fonction publique, des grilles de salaire qui sont liées à l'ancienneté. Donc, voilà, il n'y a pas de discrimination entre femmes et hommes. Donc ça, il faut vraiment reposer ça. Et ensuite, en revanche, c'est vrai que j'ai pu observer que parfois, on avait peut-être du mal à mobiliser des femmes. Justement, tout à l'heure, on parlait encore du faible pourcentage de femmes qui prennent des responsabilités dans le monde agricole, mais on a aussi du mal à les mobiliser. Et du coup, c'est vrai qu'avec Lydia Hérault, qui est donc conseillère régionale et en charge de la viticulture, qui a un portefeuille très, très important au niveau de la région dans le domaine vitivinicole. On avait observé que à l'occasion d'une manifestation autour de la thématique agricole, en tribune, il n'y avait que des costumes gris. Et donc, on s'était dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire aussi pour que des femmes osent se mettre en visibilité dans ce secteur. D'où la création d'un réseau qui s'appelle le réseau Guyana, donc des femmes d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, donc agriculture avec un S, pour accompagner, aider les femmes à oser prendre des responsabilités. Donc, par exemple, on organise des formations en lien avec le développement personnel pour aider les femmes à prendre la parole, à oser prendre la parole et à essayer aussi de s'organiser. Donc, parce que ce n'est pas toujours évident de concilier les temps de vie personnelle et les temps de vie professionnelle.
Donc c'est un réseau qui a maintenant 4 ans, qui est né après le Covid et qui réunit à peu près 80 adhérentes et un peu plus de sympathisantes, une centaine de sympathisantes. Et donc qui réunit aussi, c'est son originalité, des agricultrices, pas mal de viticultrices évidemment dans notre région, mais aussi des femmes qui travaillent autour de l'agriculture, dans des collectivités territoriales, dans l'enseignement, dans les secteurs bancaires, dans des interprofessions, etc. Donc ça permet aussi justement de créer un réseau aussi d'entraide et d'essayer de créer aussi les conditions pour que des femmes osent prendre des responsabilités dans le monde agricole. Voilà, on essaye d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Eh bien, félicitations. Eh bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier d'exercer ce métier, d'être au service de la formation agricole ? C'est de voir la joie des élèves, de voir aussi leur dynamisme. On recrute des élèves qui ont plein de projets, qui arrivent souvent, qui découvrent parfois le monde agricole et qui ressortent de là, qui sont aussi épanouis. Parce qu'on propose bien sûr une formation d'excellence académique, mais il y a aussi dans le système grande école à la française toute une partie vie étudiante. Qui leur permet fourni à Bordeaux Sciences Agro, je crois. Tout à fait, ouais. Autour du sport, on a aussi une junior entreprise, leur permet de s'acculturer au monde de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi important parce que ça leur permet de s'épanouir, de se développer sur un plan personnel, et ça fait des personnes épanouies et qui ont plein de projets. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me rend le plus fière. C'est vraiment de voir l'épanouissement de nos élèves au cours de ces 3 années, de voir que c'est des personnes qu'on forme et qui vont servir et être au service de nos filières pour la plupart. Et ça, ça a vraiment beaucoup de sens. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous pour étaler notre science au prochain repas entre amis quand on parlera d'école ? Oui, alors peut-être c'est vrai qu'on a souvent une image un peu peut-être erronée de la grande école élitiste. Élitiste. Donc grande école d'ingénieur agronome où pour y accéder, c'est forcément la voie royale, les classes préparatoires aux grandes écoles. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. J'ai l'habitude de dire tous les chemins mènent à Bordeaux Sciences Agro, quasiment. Bien sûr, il y a les classes préparatoires, mais il y a aussi la voie des licences, la voie d'un BUT, brevet universitaire technologique, la voie d'un BTS agricole. Et on a même développé ces dernières années des voies post-bac. Donc, dès Parcoursup, on peut rejoindre Bordeaux Sciences Agro. Soit par la classe préparatoire de l'Université de Bordeaux, CPBX, comme on l'appelle, mais aussi aujourd'hui par le lycée Montaigne, par exemple, où les élèves vont suivre la même formation que les élèves de classe préparatoire de biologie, mais sans avoir le stress du concours et en venant directement à Bordeaux Sciences Agro. Et on a le recul de la première promotion qui a intégré le lycée Montaigne cette année, et on voit que ce sont des élèves qui n'ont pas du tout le stress du concours et qui travaillent très bien, qui sont très bien intégrés dans leur promotion et qui réussissent, et qu'on sera du coup très heureux d'accueillir d'ici 1 an. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment important de dire que quel que soit, même si on n'est pas, on va dire, on n'a pas un super dossier académique pour rejoindre une classe préparatoire, on peut tout à fait, par une formation plus appliquée, technologique, professionnelle, on peut rejoindre une école d'ingénieur agronome. Ça, c'est vraiment important. Et nous, on cherche aussi ces profils-là qui ont une vocation pour devenir ingénieur agronome. Ouais. Oui, donc pour ceux qui nous écoutent et qui font un lycée agricole ou qui ont leurs enfants dans les lycées agricoles, ils peuvent aussi poursuivre en intégrant une école d'ingénieur agronome. Tout à fait. Ce qu'a fait Louis Lardière, un invité du podcast qui a fait Bordeaux Sciences Agro après le lycée agricole de Wailreleuil dans les Landes. Super. Et alors, pour terminer, où est-ce qu'on peut vous contacter si on a une question ou suivre l'actualité de Bordeaux Sciences Agro ? Sur notre site internet, agro-bordeaux.fr. Et puis, on a une adresse mail contact@agro-bordeaux.fr également. Super. Bien sûr. Bon. On est sur les réseaux sociaux. Oui, partout. LinkedIn notamment. Voilà. Bon, et bien, mille merci pour ce partage de votre parcours et puis des enjeux des écoles d'ingénieurs agronomes. C'était passionnant. Merci beaucoup, Louise. À très vite. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ?
Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.